Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le site ou la plateforme Citizen Lab Mauritanie. Nous avons comme invité Malal Samba Guissé. Malal Samba Guissé est un homme de culture. Son cursus scolaire, il fut économiste, succinctement. Et finalement, il a fait CESTI, école de journalisme. Il a touché un peu partout. Malal, bonjour. Bonjour Mokhtar. Donc ma première question, Malal, l'unité nationale, on en parle beaucoup en Mauritanie. Comment peut-on atteindre l'unité nationale? Bon, merci beaucoup pour m'avoir touché, parce que en fait, ceux qui peuvent parler de l'unité nationale sont nombreux, mais comme vous vous êtes dirigé vers moi, je crois que c'est un honneur. Unité nationale, on en parle parce que c'est un sujet très important. Sans unité nationale, il n'y a pas possibilité de développement. Parce que si chacun doit travailler de son côté, à sa manière et comme il le veut, je crois que les résultats risqueraient de ne pas être atteints. L'unité nationale a des bases qui sont très claires, c'est-à-dire d'abord l'entente, parler le même langage, défendre les mêmes intérêts, défendre les symboles nationaux et aussi avoir les mêmes objectifs, les mêmes aspirations, bien qu'on soit tous différents, c'est-à-dire que les communautés sont peut-être différentes dans chaque pays, mais en fait il faut qu'on sache aussi que même si on est différent, on est complémentaires. Chacun, à un certain moment ou à un autre, a besoin de l'autre. Et si on se comprend ainsi, chacun d'entre nous va apporter du sien et on va pouvoir donc développer le pays. Mais pour cela, il faut d'abord qu'il y ait cette compréhension. Que j'accepte qu'il y a des choses, même si je suis d'une communauté, cette communauté-là, si vous voulez, c'est comme, si je prends l'exemple de la Mauritanie, c'est comme, si vous voulez, un organisme. Un organisme est composé d'organes. Or, ces organes-là, s'il y a un organe qui manque, on dit que la personne est handicapée. Et si elle est handicapée, ça veut dire qu'elle ne peut pas tout faire. Et donc, pour que ça marche, il faut que tous les organes fonctionnent correctement. Et pour que ces organes fonctionnent correctement, il faut qu'ils se complètent. La main, si elle n'est pas là, la bouche ne peut pas manger. Si les jambes ne sont pas là, rien ne peut aller, parce que c'est les jambes qui permettent à la personne de se déplacer. Et s'il n'y avait pas de ventre, on n'aurait pas eu comment manger, etc. Donc cela veut dire que un pays c'est un organisme et les différentes communautés qui le composent sont les membres, si vous voulez, de cet organisme-là. Il faut que ces membres-là se complètent. Ils sont différents, chacun, mais ils se complètent quand même, chacun a besoin. C'est pourquoi on dit l'adage, il faut toujours s'accepter différent et se vouloir complémentaire. C'est très important. Il faut toujours s'accepter différent et se vouloir complémentaire, c'est bien dit Malal Samba Guissé. Autre question, on constate la Mauritanie, il n'y a pas assez d'ethnie. Et on parle très souvent d'unité nationale. Et les pays alentours de la Mauritanie, on en parle moins. Est-ce qu'on a un problème sérieux qui fait qu'on doit toujours parler d'unité nationale, ou bien on a un manque d'unité, ou quel est le problème de la Mauritanie pour chaque fois qu'on parle d'unité nationale? Oui, vous savez, dans chaque pays où on va, il y a des problèmes spécifiques. Bon, peut-être que ce qu'on sait, ce sont nos pays, ce sont nos problèmes plutôt. Parce que comme on dit en poulard, Gorfo ou Marongalfia, donc c'est la personne ne pleure que les coups qui l'ont atteint. Si les coups atteignent quelqu'un d'autre, en fait, on ne sent pas la douleur, on sent les douleurs qui nous ont atteints. Donc c'est peut-être parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est la Mauritanie. Bon, on parle d'unité nationale, c'est pour, en fait, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'unité nationale, mais souvent il y a toujours de petits problèmes intercommunautaires. Et ça, on ne peut pas s'en passer. Dans n'importe quel pays où on va, il y a toujours ce genre de petits problèmes-là.
Surtout que depuis qu'il y a eu l'arrivée et l'avènement des idéologies politiques qui font que chacun a son idéologie, chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de sentir le comportement des autres, etc. Et c'est pour cette raison peut-être qu'il y a souvent des divergences. Moi, je vois les choses comme ça, l'autre voit les choses comme ça, l'autre voit les choses comme ça. Et dans ce monde où les cultures sont en train de se battre, chaque culture veut dominer l'autre. Je parle de manière générale dans le monde. En fait, la Mauritanie ne peut pas échapper à ça. Et comme c'est vrai que nous avons seulement peu d'ethnies ici, parce que nous avons 4 langues, l'arabe, on dit souvent Hassania, le Pulaar Soninké et Wolof. D'accord, on n'est pas nombreux, mais effectivement on doit en parler, on doit parler d'unité nationale parce que rien qu'un petit quelque chose seulement peut provoquer des problèmes. Un petit quelque chose peut provoquer des problèmes. Et on sait que dans chacune des communautés aussi, il y a des gens qui sont bien, qui œuvrent pour l'unité nationale, pour la cohésion sociale, pour que tout le monde avance, etc. Mais il faut aussi reconnaître que dans chaque ethnie aussi, il y a aussi des gens, je ne dirais pas négatifs, mais en fait qui pensent autrement. Qui pensent autrement, peut-être c'est dû au fait que nous sommes dans un monde où chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Donc celui qui est plus fort, donc si la couverture ne se déchire pas, donc va se couvrir et laisser les autres donc mourir de froid, etc. Donc il y a peut-être ce genre de problème-là. Et pour ça, je crois que les autorités ont un très grand rôle à jouer, c'est-à-dire de régulation, de faire de sorte que tout le monde soit à l'aise dans un pays où vraiment tout le monde doit œuvrer pour que le développement soit effectif. Je rappelle aux spectateurs et aux auditeurs que nous sommes en compagnie de Malal Samba Guissé dans notre entretien d'aujourd'hui et que le thème c'est l'unité nationale. Malal, et la jeunesse dans tout ça, est-ce que la jeunesse adhère ou bien elle sent l'utilité de ce slogan, l'unité nationale? Est-ce qu'elle adhère à cette idée? Oui, je vais partir d'un constat. Le constat que j'ai fait, c'est que dans nos quartiers, j'ai fait une remarque, c'est que j'ai vu des gosses, Pulaarphone, Soninkophone, Hassanophone, c'est des jeunes morts, et des jeunes Wolofophone jouer ensemble. Ce que j'ai remarqué, c'est que tout le monde parle toutes les langues. On voit le jeune mort qui parle Pulaar, Soninké et Wolof, le jeune Soninké qui parle Pulaar, Hassania et Wolof, le jeune Wolof, la même chose, parle les autres langues. Alors je me suis dit, si on pouvait laisser ces gosses-là ensemble, grandir ainsi, on n'aurait pas aujourd'hui à parler de l'unité nationale, parce que tout le monde allait comprendre toutes les langues et les gens allaient se comprendre. Malheureusement, à un certain âge, chaque communauté, c'est-à-dire chaque enfant, quand il rejoint ses parents, on lui inculque certaines idées, certaines cultures. Bon, c'est normal. La culture nationale n'est pas unique et a plusieurs cultures. C'est bon. Mais si on le faisait de manière positive, ce serait formidable. En tout cas, ça, je sais que si on faisait ça, les jeunes allaient donc vraiment être unis. Et d'ailleurs, eux, ils n'auraient pas demain à parler d'unité nationale parce qu'ils l'auraient déjà pratiqué. Donc ça n'y a pas de problème. Et je crois qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on voit des prémices. Si je prends l'exemple, l'autre jour, je discutais avec un ami Rosso-Sois. Il me dit, bon, écoute, ici à Rosso, on est vraiment champion parce qu'on est parti jusqu'à trouver un langage Rosso-Sois qui fait que finalement, quand tu parles à quelqu'un, tu mélanges toutes les langues. Pulaar, Wolof, Hassania, et voilà, et ça marche. Voilà, si on pouvait agir ainsi, je crois que c'est un exemple quand même à suivre, à dupliquer, absolument. Bravo. Aussi, quand on parle d'unité nationale, par rapport à la démocratie participative, est-ce que l'unité nationale a une incidence sur la démocratie participative? Oui, démocratie participative, bon, c'est un idéal.
C'est un idéal, mais bon, je crois qu'on est encore à l'état. J'ai l'habitude souvent de taquiner les gens en disant que la démocratie, c'est comme un boubou prêt à porter. Parfois, quand on achète, soit c'est serré, donc il y a des problèmes. Je ne peux pas respirer quand je porte ça. Ou bien c'est trop large, de sorte que finalement l'air rentre comme il le veut, donc il y a dû laisser aller. Et soit c'est juste ça va. Je n'ai pas besoin de retailler ça. Bon, ça c'est une façon peut-être de taquiner un peu les démocrates. Mais en fait, l'unité nationale et la démocratie participative, c'est l'idéal. Mais vous savez, ici en Mauritanie, moi je me dis que pas seulement Mauritanie, d'ailleurs c'est toute l'Afrique. On n'est pas encore mûr démocratiquement. Pourquoi? Parce que rares sont les populations qui votent pour un programme, mais ils votent plutôt pour la personne. Par exemple, moi, quand je viens dans ma communauté, dans mon village, dans ma région, pour qu'on vote pour moi, on vote plutôt pour moi, parce que celui qui est venu leur raconter beaucoup de choses, c'est peut-être leurs parents, etc. On a voté pour moi parce que je suis dans le même parti que l'oncle de tel, ou le chef du village, etc. On vote pour les personnes et non pour les programmes. Parce que rares sont les populations qui connaissent les programmes des candidats, en fait. Bon, c'est pas mauvais, dans la mesure où moi j'ai un bon programme. Si j'ai un bon programme, un programme sérieux, il faut quand même que je l'applique quand je serai élu demain, Inch'Allah. Donc c'est ce qui est essentiel. Mais unité nationale, j'aimerais bien qu'on n'aille pas jusqu'à ce que cela sape l'unité nationale, jusqu'à ce que cela soit un blocage pour l'unité nationale, parce que il fut un moment quand même, quand on n'est pas du même parti, on ne se parle pas. On a pensé ça dans nos villages. On est parti même jusqu'à, dans une même famille, un père de famille qui est dans un parti, si la femme refuse de voter pour le même candidat que le père de famille, elle est divorcée ou elle est répudiée. Ça, on a vu des cas comme ça. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Il va falloir qu'on essaie de sensibiliser les gens pour qu'ils soient beaucoup plus mûrs. Cette année, avec les élections législatives et municipales, cette année 2023, j'ai constaté quelque chose, j'ai vu quelque chose de mes propres yeux. Un couple, le père de famille est d'un parti d'opposition, alors que la mère de famille est du parti au pouvoir. Et ils avaient leur khayma devant leur maison, chacun, et ça a très bien marché. Ça, c'est des choses à encourager. Nous sommes sur le terrain politique, chacun suit sa ligne, mais quand on revient dans la maison, on est un couple, il n'y a pas de problème, ça marche. Et si on fait ça, vraiment, la démocratie, ou en tout cas la politique, n'aurait aucune incidence négative sur l'unité nationale. Une dernière question un peu sensible. Nous voyons chaque fois dans les hémisphères de l'État ou bien dans les hémisphères aux décisions, certaines personnalités rappelées un peu l'histoire douloureuse du pays. Est-ce que cela peut aider à souder l'installation, ou bien c'est une manière de remuer le couteau dans la plaie, ou bien est-ce que ça n'a pas une incidence sur l'unité nationale? Bon, je comprends. Je sais que vous faites allusion aux événements de 89. 89, 90, 91. C'est vrai, c'est des événements très douloureux, très regrettables. Je crois que même ceux qu'on accuse d'être les auteurs aujourd'hui, qu'ils le disent, qu'ils ne le disent pas, ils l'ont regretté. Je suis certain. Peut-être qu'ils ne l'ont pas dit, mais je suis sûr qu'ils ont regretté parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas bien du tout. Que d'abord, nous sommes tous musulmans. On ne doit pas se traiter de cette façon. Ça, c'est un. Et deuxièmement, nous sommes dans le même pays et personne ne peut aller laisser l'autre. C'est dommage, mais je crois qu'il va falloir que chacun d'entre nous, d'abord, on dit que le premier combat qu'on doit d'abord réussir, c'est le combat contre soi-même. Donc il faut qu'on essaye de lutter contre nous-mêmes, d'abord, contre nos idées, contre nos pensées. Faire comme ce qu'avait fait Nelson Mandela. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, quand il est sorti, il a fait deux choses intéressantes. Et je crois que c'est une leçon qu'on n'a jamais essayé on n'a jamais essayé de tirer cette leçon-là. Pourquoi? Quand il est venu, il a lavé les esprits des Blancs pour qu'ils n'aient plus peur des Noirs. Il a lavé des cœurs des Noirs pour qu'il n'y ait plus de haine contre les Blancs.
ça, c'est intéressant. Donc, si chacun d'entre nous faisait le travail de cette façon-là, que moi, en tant que négro-africain qui me sent touché dans les événements 89, que j'essaie de laver mon cœur et de laver le cœur de tous mes compatriotes pour qu'il n'y ait plus de haine contre personne, et que les autres aussi, j'essaie de laver leurs esprits pour ne plus peur de nous, ce serait bien. Mais bon, tout le monde réclame justice, d'accord, mais il va falloir qu'on fasse la différence entre justice et vengeance. C'est pas la même chose. Justice et vengeance, ça fait deux. On veut justice, oui, on veut savoir qui a fait quoi. Et après avoir su qui a fait quoi, ce que la justice demande, d'ailleurs comme ce qui s'est passé au Rwanda, vérité et réconciliation. Quelqu'un se lève et dit, oui, c'est moi qui ai fait ceci, cela, je demande pardon. Tout le monde reconnaît que c'est lui, ok, il n'y a pas de problème. Je crois qu'il y a même un politicien mauritanien qui avait une fois demandé ça. Il dit, on veut bien pardonner, mais on veut savoir qui pardonner. Qui a fait ça. Donc, je n'ai pas besoin de citer son nom. Et donc, ce serait intéressant. Au Rwanda, ce qui s'est passé, il y a eu un événement, il y a eu une scène triste. C'est lors de ce qu'on appelle les audiences foraines. C'est comme ça qu'on appelait ça. Les audiences foraines, c'est-à-dire les villages, la commune se retrouvent, et comme en réunion, chacun dit effectivement, oui, c'est moi qui ai fait ça et ça et ça, je veux être pardonné. Une fois, il y a un qui a dit, oui, cette fille-là assise ici, c'est moi qui lui ai coupé la main. Pendant les événements, pendant qu'il y avait les guerres entre Tutsi et Hutu. Mais aujourd'hui, non seulement je demande pardon, et j'ai décidé de la marier. Il l'a mariée devant tout le monde. Vous voyez, donc, ennemi d'hier, amoureux aujourd'hui. Ça peut arriver. Ouais. Bon, mais il va falloir fournir l'effort nécessaire. Donc, comme on dit, justice. Mais justice, il ne faut pas confondre justice et vengeance. Ce n'est pas la même chose. Parce que si on doit toujours se venger, cela veut dire qu'on finira jamais, on va jamais s'en sortir. Voilà, ce serait vraiment bien qu'il y ait justice, pardon, etc., ce serait bien. Ok, merci Malal Samba Guissé, merci de vos chers spectateurs, chers auditeurs. Continuez à visiter le site Citizen Lab Mauritanie pour d'autres émissions. Merci beaucoup.